l'ensemble des mesures d'Emmanuel Macron contre le salariat est en train de se mettre en place. Il a d'abord cassé le code du travail, il a fait un budget austéritaire qui redistribue de l'argent des pauvres vers les riches, il s'en prend à l'assurance chômage, il a commencé à remanier le salaire brut pour progressivement faire disparaître les cotisations sociales et remplacer le financement de la protection sociale par l'impôt au lieu de le faire sur le salaire à la source par les employeurs. Et puis il s'attaque au service public sous toutes les formes. Maintenant c'est la SNCF, un de nos plus beaux fleurons du service public de transport en commun. Et ceci suscite des réactions progressives puisque on a eu des mouvements dans les EHPAD pour les personnes âgées, on a eu des mouvements dans les hôpitaux parce que ils sont à l'os, ils ne peuvent plus fonctionner. On a eu des mouvements dans les écoles parce qu'ils s'attaquent aussi à la sélection et au baccalauréat pour permettre la sélection. Et on a eu des réactions à la fonction publique puisqu'ils ont dit également qu'ils supprimaient d'un côté les emplois aidés qui avaient parfois un rôle de palliatif par rapport aux fonctionnaires, puis ils suppriment 120 000 actions à fonctionnaires, ce qui va aggraver la totalité des dysfonctionnements du service public. Tout ça pour transférer de l'argent et des masses d'argent au secteur privé, et plus particulièrement dans le secteur privé, aux grandes entreprises, c'est-à-dire aux 1000 entreprises qui possèdent la moitié du produit intérieur brut de ce pays, et qui en ce moment augmentent leurs marges de façon terrifiante, puisqu'on a le record absolu des dividendes l'année dernière avec 94 milliards de dollars, d'euros, ce qui est énorme. Hein. Donc l'ensemble de l'attaque, c'est une vraie attaque globale, systématique. C'est même, comme on dit, le traitement de choc. Il accumule les mesures antisociales, il fait vraiment une casse sociale. Et j'avais raison de dire depuis plus d'un an qu'il nous ferait une politique thatchérienne. Parce que Macron est un produit du MEDEF, du CAC 40, des grandes banques, c'est-à-dire de la haute et étroite oligarchie. Il n'a pas de compte à rendre. Des grands partis politiques de masse, son parti En Marche est une infrastructure tout à fait délétère. Il est totalement le produit des exigences du sommet financier de notre pays et au-delà. Et donc, comme il n'a pas de compte à rendre, il y va, il massacre, quoi. Il y va. Que ça lui coûte des voix aux élections, c'est certain d'avance, mais finalement, ce n'est pas son problème. Il a eu le culot de dire qu'il était venu par un aspect d'une violence de l'histoire. Et il a dit, je suis là par effraction. J'invite tout le monde à bien méditer, parce que d'autres avant lui disaient, je suis là, je suis légitime, j'ai là, etc. Lui, il sait qu'il est mal élu. Lui, il sait qu'il n'a pas de base sociale. Lui, il sait le type de transformation radicale qu'il est en train d'imposer à la France. Il fait du thatcherisme. Il était allé en Grande-Bretagne il y a 2 ans, il avait dit, vous avez eu la chance d'avoir Margaret Thatcher. Et il le fait. Et quand les gens s'interrogent où est la cohérence, c'est extrêmement simple, c'est de détruire tous les statuts qui existent aujourd'hui, qui ont été gagnés par des décennies de lutte sociale. Il l'a dit aussi, je veux une société sans statut. Donc il s'attaque au statut privé, il s'attaque au statut public. Et que les gens ne s'étonnent pas, tous leurs statuts sont en cause, c'est-à-dire en fait tous leurs droits. Et une société sans statut, c'est le retour à un règne d'indépendants, un redéveloppement de la main-d'œuvre sous forme louée, c'est-à-dire des tâcherons, des journaliers, des VTC, des auto-entrepreneurs, etc., qui n'ont plus de droit, qui n'ont plus de statut. Il faut bien comprendre l'importance de ça. Il l'a écrit, Macron, qu'il était pour une société post-salariale. Alors les gens qui prennent au sérieux le vocabulaire comprennent que ce n'est plus le salariat qui doit dominer, mais en gros, Uber. Les gens qui sont indépendantisés, sans cotisation sociale, sans horaire, sans code, sans garantie d'emploi, etc. Il est très brutal là-dessus. Bon, le problème, c'est que quand on comprend ça, j'invite tout le monde à bien réfléchir, on comprend qu'on va gagner contre lui. Parce que ce faisant, il a des pieds d'argile. Ce faisant, il n'a pas une base sociale pour le soutenir. Ce faisant, il accumule les hostilités, les conflits, les oppositions. Ce faisant, il s'isole.
Et c'est comme ça qu'il reconnaît qu'il l'a par effraction. Et ce faisant, il va récolter la réaction du salariat. Or, le salariat en France, soyons honnêtes, il ne sera pas vaincu par Macron. C'est le salariat qui va battre Macron. Le salariat, c'est 90% des actifs. Les indépendants, Uber, etc., c'est 10% des actifs. Quand on accumule tout, hein, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les petits patrons, les grands patrons, et qu'on met là-dedans les auto-entrepreneurs et tous ceux qui ont un statut d'indépendant. Hein. C'est pas une vraie base sociale, mais ça existe. C'est 10% de la population. C'est ceux qu'on fait mousser maintenant dans tous les médias, qui sont des créateurs, des entrepreneurs, des... Mais c'est pas eux qui produisent les richesses de ce pays. Les richesses de ce pays, c'est 90% de gens qui sont bien salariés et qui, pour l'instant, ont un statut. Alors, remplacer ceux qui ont un statut par ceux qui n'en ont pas, les cheminots par des auto-entrepreneurs à la tête des locomotives, ça va pas être si simple que Emmanuel Macron le croit. Alors, Édouard Philippe dit ça fait rien, je vais les diviser, je vais jouer sur les égoïsmes. Macron dit il faut faire les réformes, les Français sont pas pour les réformes, ils vont céder. Et toutes les médias disent faut être moderne, on peut plus garder les choses archaïques, les droits du passé, etc. Et donc, faut bien mesurer les termes de l'affrontement dans lequel nous sommes entrés. C'est un affrontement en fait entre 90% des salariés qui produisent des richesses et n'ont pas la part qu'ils méritent, et Macron, l'élite, qui essaye, comme dit Attali, seul à la fin, l'élite sera salariée. Quand on comprend ça, on sait qu'on va gagner. Malheureusement, pour l'instant, il a tous les médias. Et, les 9 milliardaires qui détiennent les 95% des médias sont derrière lui. Et ils nous font une espèce de bourrage de crâne, de matraquage quand on se réveille le matin sur le thème, bon, il transforme la France, il faut sauver la France, etc. Il ne sauve rien du tout. Il est dans un affrontement de classe sociale entre les dirigeants et nous tous. Donc là, on arrive au 22 mars. Et le 22 mars, c'est une vraiment très grande journée d'action. Une mobilisation dont on dit qu'elle est sans précédent du point de vue des cheminots, dont elle sera très importante dans la fonction publique, car tous les fonctionnaires comprennent qu'ils sont dans le collimateur de la société sans statut, et de toute une série de secteurs du privé dont les salaires sont bloqués, les mécontentements, les licenciements se sont multipliés, la mise en place progressive des ordonnances anti-travail aboutit à ce que partout il y ait des pertes de délégués du personnel, des pertes de droits, des pertes d'horaires, etc. Donc tout ça, même si les gens ne convergent pas, pousse à la convergence. Bien sûr, les EHPAD ont leurs propres revendications. Bien sûr, les jeunes et les professeurs défendent le bac et savent pourquoi. C'est pour avoir un diplôme national et qu'il soit référence ensuite dans les conventions collectives. Bien sûr, il ne faut pas permettre les licenciements dans tous les secteurs du privé avec les facilités que les ordonnances font maintenant. Bien sûr, il ne faut pas 120 000 fonctionnaires de moins. Mais tout le monde avance à son rythme. Et la question est, est-ce que le rapport de force va être suffisant face à ce Macron au pied d'argile? Alors, c'est pour ça que tout le monde fait le fier à bras. C'est-à-dire que Bruno Le Maire a dit, de toute façon, même s'il y a une grève de 3 mois, on tiendra. Il faut bien réfléchir à ça. C'est-à-dire que, du coup, les syndicats partent pour une grève de 3 mois, je parle des cheminots, avec l'appui de la RATP, on verra, etc. Et le gouvernement dit, nous sommes prêts à tenir 3 mois. C'est rare dans l'histoire qu'il y ait des déclarations aussi péremptoires sur une période de 3 mois. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que, il y a 2 ans, quand on s'est battus tous contre la loi El Khomri, on a fait 14 manifestations, on avait 80% de l'opinion qui était contre la loi El Khomri, et que le gouvernement Valls, Hollande-Macron à l'époque, a résisté et n'a pas voulu céder, n'a rien voulu écouter. Donc les gens se disent, je ne vais pas faire 14 manifestations s'ils n'écoutent pas. Mais quand même, les gens disent, je ne peux pas faire ça une seule journée, il faut au moins 3 mois. On a envie de leur dire, mais si on est très massif en une seule journée, on peut gagner. Mais tout le monde se prépare à une épreuve de force un cran au-dessus de tout ce qui a eu lieu jusqu'à présent, à cause du fait qu'il y ait 3 500 000 personnes qui ont manifesté sans avoir été entendues. Et donc tout le monde se prépare pour quelque chose de supérieur. Alors dans l'appel des cheminots, il y a plein de choses intéressantes. C'est-à-dire, il a fallu qu'il y ait, pour l'unité, entre j'allais dire, ceux qui disaient grève générale, limité tout de suite, et ceux qui disaient on va voir lentement, il faut le temps de négocier, il y a une espèce de compromis qui est à la fois étonnant, puisqu'il est à la fois radical et prudent. Radical, 3 mois. Prudent, oui, mais 2 jours tous les 5 jours.
Et on continue les négociations. Donc le gouvernement va essayer de diviser le front. Mais en même temps, tout le monde se dit si on se divise, on perd. Donc on sent bien qu'il y a un enjeu d'affrontement social. Moi, je l'ai dit à l'époque, l'année dernière, c'est en juillet puis en octobre. Dans des cas comme ça, les manifestations ne suffiront pas. S'il n'y a pas d'occupation des entreprises, s'il n'y a pas un mouvement en profondeur dans le pays, ça ne suffira pas pour faire céder Macron et ses fiers à bras qui l'entourent. Et puis de faire mieux que ce qu'on a fait contre El Khomri. Donc c'est ce qui se dessine. Alors il n'y a pas de mot d'ordre pour dire occuper les entreprises, personne n'a en capacité d'en donner, et moi non plus. Mais je le dis, c'est au moins de ce niveau-là que le combat social se situe. Le 22 mars, il faut défendre, bien sûr, dans les statuts, tous les statuts, pas seulement celui des cheminots. Il y a des conventions collectives partout, et tout le monde a des avantages. Si on se met à lâcher les avantages des autres, et qu'on dit moi je ne suis pas cheminot, je ne suis pas concerné, on perd soi-même ces avantages. Tous les statuts sont visés, donc tout le monde est visé. Et puis alors après on dit oui mais il y a des inégalités. Mais c'est normal, il y a des métiers différents, il y a des conventions collectives différentes, il y a des négociations différentes. C'est pas la même chose quand vous avez un planning qui perturbe votre vie pendant 3 semaines, que vous rentrez, vous sortez, vous n'êtes pas chez vous dans votre famille, et là, puis l'autre où vous êtes parti entre 9h et puis 17h et vous rentrez. Chaque métier a ses difficultés. Les éboueurs en espérance de vie de 58 ans, tellement le métier est difficile et les cancers sont nombreux, bah c'est normal qu'ils aient une retraite à 50 ans. Parce que s'ils n'ont aucun espoir sans ça. On me dit, ouais, mais moi, pourquoi il a la retraite à 50 ans et pas moi? Bah, si vous êtes dans un métier qui, lui, ne vous inflige pas les mêmes sévices, bah, voilà, c'est pour ça qu'il y a les conventions collectives. Les gens parlent parfois de régimes spéciaux. Bannissez le mot régime spéciaux de votre vocabulaire. Ce sont des conventions collectives. C'est normal qu'il y ait des négociations par branche et que chacun adapte sa situation professionnelle, sa vie, son métier, tout ce qu'il est obligé de lâcher pour vivre, avec des compensations et des négociations. Donc gardons ça comme critère général et faisons un front de toutes les catégories plutôt que de croire qu'on défend une catégorie et pas les autres. Et la deuxième chose, c'est qu'à propos toujours de la SNCF, par exemple, c'est un service public. La SNCF, faut arrêter d'en dire seulement du mal. C'est le plus beau service de transport par rail du monde. Alors, évidemment, il n'est pas comme on veut parce qu'il n'y a pas eu assez d'investissement sur le rail. Il n'est pas comme on veut parce que les prix des trains sont trop chers pour les jeunes, etc. Il n'est pas comme on veut parce qu'il n'y a pas eu assez de développement, etc., de petites voies et tout. Et ils veulent en supprimer 25%, ce qui est aberrant pour faire quoi? Du tout camion, de l'autocar. Les autocars Macron, ils sont en faillite. Et 41% de taux de réemplissage. D'autres sociétés sur 3 ont déjà déposé le bilan. Ça a coûté 250 millions à la SNCF. Et la SNCF, elle n'est pas si endettée que ça. Il y a deux façons de voir les choses. C'est qu'elle est endettée parce qu'il y a des investissements et parce qu'il y a des retards. Puis en même temps, l'année dernière, elle a fait un bénéfice net de 1,5 milliard, ce qui est tout à fait confortable. Et il faut regarder aussi parce que la mise en cause du statut de cheminot, ça a été calculé, peut coûter plus cher que son maintien. Parce que vous allez avoir à trouver d'autres gens, mal formés ou autres, il faut le temps de les former, de les sélectionner. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, plutôt que de développer un statut, une formation, une culture et une tradition qui est finalement une des meilleures aussi. Alors, les organisations syndicales et les organisations politiques face à ce front commun. Alors, les organisations syndicales, ce qui se passe est plutôt encourageant. Parce que contre la loi El Khomri, toutes n'étaient pas dans la bataille. Là, elles sont presque toutes dans la bataille. Et moi, parlons franchement, je suis pour l'unité syndicale. En général, beaucoup ont pensé qu'un syndicat comme la CFDT avait souvent négocié plus que lutté. Mais là, ils sont dans la lutte aussi. C'est normal parce que leur base, elle comprend ce qui se passe. Et même les dirigeants qui voudraient concilier un petit peu avec Macron, ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, Macron ne s'y prête pas parce qu'il s'en fout des corps intermédiaires et des syndicats. Et donc, ça pousse à un front commun syndical. Tant mieux. Mais bon, ça ne suffit pas non plus. Parce qu'il faudrait un front commun politique. Il faut qu'on sache comment on s'en sort si on renverse Macron. J'ai utilisé le mot renverser Macron, tout le monde va dire. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est pas sûr du tout qu'ils tiennent 5 ans. Il a encore 4 ans. Et je trouve qu'un an, ça suffit. Et tout le monde s'aperçoit en même temps la catastrophe que représente ce personnage à la tête de l'État. Il faudrait que les fractions soient éphémères. Et pour ça, il faut donc non seulement parler d'occupation des entreprises, avoir un fonds syndical,
Il faut avoir une issue politique à proposer. Alors, il y a quelques élections partielles qui indiquent déjà que ceux qui soutenaient Macron, c'est bien les pieds d'argile, ça s'effondre. Et tant mieux, ça va s'effondrer. Ils n'étaient pas compétents, ceux d'En Marche. C'est incroyable ce truc qui a été recruté comme des clics, des vendeurs de Tupperware. Bon, voilà. Et donc petit à petit, on s'aperçoit qu'il faut des gens, des élus, tout ça. Bon, comment s'en sortir pour la gauche? D'abord en parlant de gauche. Le salariat existe, la gauche doit exister. Les syndicats se battent ensemble, les groupes de gauche doivent le faire aussi. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas un groupe qui pouvait l'emporter sur l'autre. C'est vrai, parce que bon, il y a trois groupes à l'Assemblée qu'on pourrait classer, mais ils ont chacun 17, 20, 21, 30 députés. Il n'y a pas un grand groupe central, quoi. Alors, il faut arriver à rassembler ceux qui existent. Oh, on ne va pas demander à l'unité de pensée parce qu'on me dit, mais attends, arrête, Mélenchon ne voudra jamais. Mais Jean-Luc Mélenchon, il voudra l'unité si la pression pour l'unité est assez forte. Il est quand même assez raisonnable, comme Benoît Hamon et comme tous les autres, pour se dire chacun de nous va perdre, ensemble on peut gagner. Et donc il faut faire les gestes. Alors pour le 22 mars, nous avons réussi quelque chose. Nous allons faire un communiqué qui est commun. Et là, il y a 12 organisations qui ont signé un communiqué de soutien aux cheminots, au statut, au service public, pour le 22 mars. C'est important parce que dedans, il y a les signatures du Parti communiste, il y a les signatures des Verts, il y a les signatures du NPA, il y a les signatures d'Olivier Besancenot ayant contribué à cela, il y a les signatures de Ensemble, il y a les signatures du Parti de gauche, les signatures de la France, du groupe parlementaire de la France insoumise et les signatures de la gauche démocratique et socialiste. Et République et socialiste, il y a encore Alternative libertaire, je crois. Donc, c'est significatif. C'est bien d'avoir pris le temps de se rencontrer, de discuter et de signer le texte en commun. C'est bien les gestes que nous sommes en train de chercher à faire, une conférence de presse commune autour du 22 mars, une distribution d'un texte commun dans la manifestation. C'est un bon début. Et je voudrais qu'on fasse ça si à la suite du mouvement, dans les jours qui suivent. C'est-à-dire si quand la grève cheminote va démarrer, quand elle démarre, si tout le monde se trouve en perspective de continuer la lutte, bah, il faut que les politiques qui représentent la gauche mosaïque du moment fassent signe, donnent des signes comme quoi ils sont prêts ensemble à donner une solution politique.